Aïd el-Kébir 2017 en Côte d'Ivoire, les préparatifs vont bon train. Ce soir, nous allons faire le constat à Bouaké, dans la région de Béké. Enfin, 31 août 2000, une crise économique sévit en Côte d'Ivoire. Le prix du cacao enregistre une forte baisse. Bienvenue, bonsoir à tous. Les moutons et béliers n'ont plus que quelques heures de répit avant la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir 2017. Cet événement va en effet se célébrer demain, vendredi 1er septembre, sur tout le territoire national. Beaucoup de préparatifs chez les populations, tout le monde s'empresse dans les marchés, salons de coiffure et autres ateliers de couture. Preuve de cet engouement, la ville de Bouaké, dans la région de Béké. C'est un reportage de Alain Essois et Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Bousculade dans les rues et tentative de se frayer un passage dans les lieux de commerce à Bouaké. Qui pour se procurer de nouveaux vêtements, qui pour s'acheter des chaussures et des articles divers pour la fête. Et même quand les moyens font défaut, Tabaski oblige. Je suis venu payer habits pour mon petit-fils, pour qu'il soit heureux dans la Tabaski. Fatou et Moussa rendent visite à leurs couturiers, histoire de s'assurer qu'ils porteront leur nouveau bazin le jour de la Tabaski. Je suis venu chez mon couturier retirer mon habit qui est déposé depuis le mois de Ramadan. Je suis venu chez mon couturier, venu retirer mon boubou pour la fête de Tabaski. Et je suis satisfait, il a déjà fini avant le rendez-vous. Une satisfaction due en partie à la grande fourniture en bazin dans la plupart des magasins grossistes qui pour cette année ont sorti la grande artillerie vestimentaire. C'est le bazin nouveauté qu'on appelle Bouroula. Bon, c'est ce qui cartonne actuellement sur le marché. Bon, les gens peuvent beaucoup payer, bon, comme la situation du pays. Il n'y a pas assez de moyens cette année, mais en tout cas, on a un peu vendu. Dans ce salon de coiffure, grouillant de monde, l'ambiance est au rendez-vous. Ici, femmes et enfants s'empressent pour porter les coiffures les plus en vogue du moment. Pour cette fête de Tabaski, vraiment, la coiffure qui est à la base actuellement, c'est les nappies avec les mèches. Pour la fête de Tabaski, vraiment, Dieu me fait grâce. Depuis la semaine dernière, on peut avoir au moins 6-10 clients. Un tour dans les marchés pour se rendre compte du contenu du panier de la ménagère. Pour la circonstance, rien n'a été négligé. Des légumes et autres articles divers à profusion. De quoi réjouir ce parent venu tout droit de Katiola pour faire ses emplettes. Je suis venu acheter de l'oignon, de la carotte, un peu de légumes. Quand on voit la famille, on s'approvisionne pour ne pas manquer de quelque chose. Au marché de gros, lieu privilégié de vente des produits en gros de la ville, les responsables rassurent déjà les consommateurs. Il faut rassurer le consommateur ivoirien parce que ici, nous produisons suffisamment d'igname et à bon prix. Pour l'heure à Bouaké, les préparatifs de la fête du mouton vont bon train. Avec ce décor ainsi planté, tout porte à croire que la fête de la Tabaski 2017 augure d'un bon espoir et un succès sans faille. District d'Abidjan, à quelques heures de la Tabaski 2017, l'accès à certains lieux est très difficile. Par exemple, dans les communes de Yopougon et d'Adjamé, les gares routières grouillent de monde. Le constat de Franck Quadio. À 2 jours de la fête de la Tabaski ou encore Aïd el-Kébir, les gares routières sont assaillies par les voyageurs. Il est 9 h ce matin dans cette gare difficile de se frayer un chemin. À même le sol, d'autres sur leurs bagages, certains debout, tous dans l'attente. Quelques-uns encore sont dans la file pour l'obtention du ticket. Je vais à Djibberois précisément, à mon lieu de prendre le ticket de d'Issia. La fête de la Tabaski, moyen choisi pour retrouver la famille et les amis. La Tabaski, c'est vraiment le moment de se retrouver, de partager et puis de communier en prière. Dans la ferveur, quelques plaintes cependant s'élèvent. Elles portent sur le retard accusé par les cars. Nous sommes là depuis 6 h du matin, certains même depuis 5 h. Il n'y a pas de véhicule, nous attendons toujours depuis là. Je suis arrivé à la gare à 5h30 par là. Et il y a eu le ticket à 6h00. Et si mon ticket m'a mis 5e départ en plus. Et bon, je ne sais pas encore à quel moment je vais arriver. Cette année, il y a trop d'affluence. Ça marche dans tous les sens. Bouaké, Issia, Daloa, tout ça, ça marche. Donc les cars sont revenus hier, sont repartis. Donc on les attend pour faire partir les clients. Autre station, ambiance similaire,
Ces voyageurs partent pour une ville du Nord. Il y a beaucoup de mécontents. Et moi, quand tu vas aller fêter la fête de Tabaski à côté de ma maman, franchement, la vérité est bonne à dire, ça ne se passe pas bien. À tous les passagers, il n'y a pas assez de cas. On est monté, ils demandent de descendre encore. Et là, on refuse de descendre. Ils disent que tant qu'on ne descend pas, le car ne va pas bouger. Du coup, on est là, tout le monde est fatigué, on est en colère. Il y en a même qui sont montés, ils n'ont pas de tickets. C'est là, donc laissez-les. Après, maintenant, on va vérifier ceux qui n'ont pas de tickets, on va le faire descendre. Pas de véhicule, dû sûrement à l'état de la route. Mamadou ne lâche pas son mouton. Il doit regagner sa ville natale. Donc c'est la seule fête que nous les croyants on a pris ça en charge. Donc ça, si ça arrive comme ça, on s'en jaillit. Voilà le mouton là qui est là. Depuis à 6h, ici à la gare ici. Encore des problèmes de route, il n'y a pas de camion pour aller. Autre accusation réfutée par le responsable de gare. C'est faux ce qu'ils disent. Moi je suis le genre de gars. Ce que je vous dis là, c'est la réalité. Voilà, ils sont remplis dans le car. Le car qui est garé derrière là-bas là. On a réservé le car. Si lui il sort là, on voulait faire rentrer ça là. Mais ça là c'est rempli. À notre surprise, on a vu ça là, c'est déjà rempli là-bas. L'Aïd el-Kébir, la fête la plus importante chez les musulmans, elle marque chaque année la fin du Hajj. Chaque fidèle veut donc passer ce moment de partage, de bénédiction et d'union auprès de sa famille. Allons découvrir à présent le destin ambigu. Ce livre, écrit par l'Ivoirien Ali Diaby, raconte la difficile vie d'une jeune fille appelée Ayala. Cette œuvre veut également inviter la jeunesse ivoirienne à avoir de l'ambition et surtout entreprendre. On fait le point avec Alain Issoua et Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Le contact direct avec son public, c'est la formule de communication choisie par Ali Diaby, auteur de Destin ambigu, nouvelle née de la littérature ivoirienne, dédicacée ce week-end à Bouaké. Une œuvre dans laquelle l'auteur raconte l'histoire émouvante d'Ayala, jeune orpheline qui a réussi à réaliser son rêve, celui d'être médecin, nonobstant les difficultés qui ont entravé son enfance. Je voulais vraiment permettre à chacun de nous, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est, de pouvoir réaliser son rêve et de ne pas faire évidemment de l'abandon de nos parents une fatalité. L'histoire d'Ayala est semblable à celle que vivent bien de jeunes qui se laissent parfois gagner par les vices de la vie. Face à cette déviation de la jeunesse, l'auteur propose l'entrepreneuriat comme seule solution pour freiner le chômage. Les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas en fait à se lancer véritablement dans l'entrepreneuriat parce que déjà à la base ils ne croient pas véritablement à son projet. Et c'était très important pour moi d'en parler pour lui permettre de lui donner des techniques. Une initiative appréciée par certains participants, au nombre desquels cet enseignant d'université. Il a constaté que les jeunes lisent, mais qu'il faut les encourager à lire davantage, à prendre des exemples sur ceux qui ont pu percer dans le domaine de l'emploi. Et souvent, je dis aux étudiants, quand on ne se décourage pas, on décourage l'adversité. Destin ambigu, une œuvre de plus de 150 pages. Elle se veut une invite à la jeunesse à croire à ses potentialités afin de réaliser ses rêves. Aucune poursuite judiciaire ne sera intentée contre une trentaine de leaders anglophones au Cameroun. C'est un décret hier du président Paul Biya. Ces activistes anglophones, faut-il le préciser, avaient été arrêtés pour terrorisme et rébellion. Partons à présent à la découverte de la Thaïlande. Dans ce pays d'Asie du Sud-Est, manger des insectes est une véritable tradition chez les populations pauvres. Cependant, ce repas a commencé à faire son chemin sur les tables des élites de Bangkok, la capitale. Regardez. Dans la cuisine de ce restaurant branché de Bangkok, les insectes sont partout. Pourtant, pas de problème d'hygiène ici. Coléoptères et rampants sont des pièces de choix, ingrédients essentiels d'une cuisine thaï réinventée. Ceux-là, ils vont dans une salade de pastèque. Normalement, dans ce genre de plat, on met du bacon grillé ou quelque chose comme ça. Mais à la place, on met des insectes grillés. Longtemps cantonné à la nourriture de rue, considérée comme le plat du pauvre, les insectes sont ici au cœur d'une cuisine gastronomique. Une évolution naturelle pour l'une des propriétaires du restaurant. Les Occidentaux ont découvert récemment les bienfaits nutritionnels des insectes et leur teneur en protéines.
Mais dans la région, ils sont très bien connus. Les gens savent attraper, préparer et manger les différents types d'insectes. Désormais reconnus comme aliments à la fois nutritifs et durables, les insectes souffrent encore de leur image. Un problème que ces recettes gourmandes pourraient aider à résoudre. Au premier abord, c'est intéressant mais pas très appétissant. J'avais un peu peur d'essayer parce que c'est vrai que ça ressemble toujours à des insectes, mais c'était bien présenté. On a pris des raviolis de punaises d'eau et c'était vraiment très bon. Si ces assiettes vous dégoûtent malgré tout, vous pourrez toujours vous contenter d'un verre au bar, surmonté bien sûr de quelques amuse-gueules à 6 pattes. Enfin, 31 août 2000, la Côte d'Ivoire vit une crise économique. Le pays, premier producteur mondial de cacao, fait face à une chute violente des cours de cette matière première. Alors comment les autorités ivoiriennes ont-elles géré ce problème? On en parle maintenant avec Moussa Konaté. Il fut un temps où le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest affichait un taux de croissance de plus de 6% 4 années de suite. Il était aussi l'enfant chéri de la France qui a généreusement versé plus de 30 milliards de francs d'aide depuis 1980. En 2000, la Côte d'Ivoire est plongée dans une profonde récession sous l'effet de la chute du cours du cacao et d'un coup d'État militaire qui a fait fuir les investisseurs. Au début du mois de juillet 2000, pendant que les planteurs déchantent, les bruits de Kalachnikov résonnent de nouveau à Abidjan. Les mutins, à l'origine du coup d'État du 24 décembre 1999, investissent la ville. Les Ivoiriens vont tenter de tourner cette page sombre de leur histoire en octobre 2000, date du premier tour de l'élection présidentielle. Pendant que le pays se déchire sur l'ivoirité de ses 16 millions d'habitants, le prix du cacao, lui, dégringole. De 570 francs CFA en 1999, le cours est passé à 250 francs CFA, du jamais vu depuis près de 10 ans. Par dépit, et pour faire remonter les cours, les planteurs ont brûlé une centaine de tonnes de fèves brunes. Le 31 août 2000, les paysans sont désespérés. La grogne monte. L'échec de cet éléphant d'Afrique, c'est celui d'un État qui a sombré dans la corruption. C'est aussi celui de la mère protectrice, la France. C'est l'échec aussi des institutions internationales. Le coup d'État de 1999 a brisé l'élan des bailleurs de fonds. Les expatriés sont rentrés. De nombreux sous-traitants ont fait faillite. Le robinet du financement extérieur coule au goutte à goutte. La crise ivoirienne est loin de coïncider avec l'arrivée des militaires. Ces causes, bien plus profondes, tiennent d'abord à la dilapidation des fonds publics. Début 1999, le FMI tirait la sonnette d'alarme à propos de l'inflation des dépenses publiques. Le masque est tombé avec l'affaire des 18 milliards de francs CFA, ce détournement de 180 millions de francs français d'aide européenne dans le secteur de la santé. La bonne gestion des fonds publics est devenue un thème de campagne, notamment pour l'opposant Alassane Ouattara. Pour l'ancien fonctionnaire international, les problèmes de la Côte d'Ivoire ne viennent pas du FMI ou de la Banque mondiale, mais tiennent à la mauvaise gestion des administrations. Les institutions de Washington viennent ainsi d'obtenir au forceps le démantèlement de la Caisse Tab. Cet organisme de stabilisation du café et du cacao offrait un prix garanti aux producteurs et devait investir ses excédents dans les infrastructures, routes ou barrages. La libéralisation de la filière cacao mise en place cette année devait donc mettre fin à cette spoliation des planteurs. Sur le terrain, l'opération se révèle catastrophique. Les planteurs ivoiriens voient mal pourquoi ils devraient affronter une loi du marché que leurs homologues européens, nourris au prix garanti, n'ont jamais accepté. Les méthodes des grands groupes en position de cartel dans le secteur sont aussi pointées du doigt. Le modèle économique de la Côte d'Ivoire est resté prisonnier du passé colonial. Le pays, avec une diversification industrielle très limitée, demeure totalement dépendant d'une culture de rente, le cacao. Pour Laurent Gbagbo, candidat à la présidentielle et président du Front populaire ivoirien, proche du PS français, à Paris, les responsables politiques n'ont plus rien à faire de l'Afrique. Il explique qu'il faut se tourner vers le Nigeria et le Ghana et qu'il faudra arrêter une bonne fois pour toutes de regarder vers Paris. Merci de nous avoir suivis.